Salut à toi aventurière et aventurier d'Ourail. Est-ce que toi aussi t'en as marre de te retrouver dans ce genre de situation? On est arrivé avec 2h20 de retard à peu près. Donc apparemment, on va pas pouvoir aller à Hambourg. Ça a l'air d'être un beau bordel. On a loupé le train à quelques minutes, donc on va devoir poireauter 1 heure. C'est vraiment très long, 4 heures. Bon, ils viennent d'annoncer un changement de voie pour notre train, là. C'est pour ça que tout le monde se précipite, parce qu'il est censé arriver dans 4 minutes. C'est vraiment un bordel. Ah, les galères de train, quel bonheur! Eh bien, j'ai une très bonne nouvelle pour toi, car je vais t'emmener dans un endroit où les trains arrivent à l'heure, et je dirais même à la minute près. Mais ce n'est pas tout, et j'espère que tu es bien scotché au fond de ton siège, car tu pourrais aussi te retrouver perché sur une montagne à plus de 3000 mètres d'altitude, face à un glacier millénaire, filé à l'intérieur d'une montagne par des tunnels en spirale, ou même grimper sur des pentes aussi raides qu'un manège. Et ce n'est pas un parc d'attractions géant, mais bel et bien un réseau ferré national qui peut aller partout, même dans les endroits les plus reculés. Oui, je t'assure que cet endroit existe, et pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, parce qu'il se trouve à 2 pas de chez nous. Ce pays, transfrontalier même, c'est la Suisse. Pour beaucoup de monde, son réseau ferré est plus qu'un simple moyen de transport. C'est un modèle, un idéal que beaucoup de pays rêvent d'avoir. Mais alors, comment la Suisse en est-elle arrivée là? Pourquoi ces trains sont-ils si différents de ceux du reste de l'Europe? Et est-ce que ce modèle pourrait fonctionner ailleurs? Aujourd'hui, on mène l'enquête pour comprendre les secrets du succès ferroviaire suisse. Ourail, c'est le média référence du voyage bas carbone, et d'ailleurs on a une grande nouvelle. On lance l'application ultime pour organiser tes prochains voyages en train. Un outil simple et intuitif pour créer tes itinéraires bas carbone en Europe et même au-delà. Fini les galères grâce au retour d'expérience de voyageurs et voyageuses qui te ressemblent, mais aussi grâce à nos fonctionnalités de personnalisation. Et cerise sur le gâteau, en plus de te simplifier l'organisation, on veut que le voyage responsable devienne moins cher grâce à des avantages exclusifs négociés avec nos partenaires. Mais cette appli, on veut la faire grandir avec vous. En rejoignant le Club Ourail sur Ulule, tu participeras activement à remettre le voyage sur les bons rails. Et en plus de tester notre application en avant-première, tu pourras même peut-être gagner des lots de fous comme une traversée aller-retour vers la Corse, un Swiss Travel Pass, un sac à dos Haze Project et plein d'autres dotations super stylées. Le lien est juste en description, on compte sur toi. Pour comprendre ce paradis ferroviaire, il faut remonter dans le temps, en 1848. Cette année-là, la Suisse naît officiellement comme État fédéral. Et ce n'est pas une mince affaire, car il faut bien comprendre que la Suisse, ce n'est pas un bloc homogène, c'est un puzzle de 26 cantons, chacun avec ses propres traditions, ses propres lois et parfois même sa propre langue. Entre l'allemand, le français, l'italien et le romanche, on se parle mais on ne se comprend pas toujours. Et pourtant, tous ces morceaux décident de s'unir dans une même constitution. Alors forcément, une grande question se pose. Comment créer l'unité dans un pays aussi morcelé? Et pour ça, quel meilleur outil que le train? À cette époque, partout en Europe, la révolution industrielle est en marche. Les rails incarnent la vitesse, la modernité et la prospérité. En Suisse aussi, on veut se lancer dans l'aventure. Seulement voilà, construire un réseau ferré développé en Suisse, ce n'est pas si simple. Il faut imaginer qu'à l'époque, c'est un pays encore largement rural, avec plus de la moitié du territoire recouverte de montagnes. Les Alpes s'imposent partout, avec sa nature aussi majestueuse qu'hostile. Alors forcément, quand on commence à parler de chemin de fer, tout le monde se dit « Oui, mais ici, comment voulez-vous poser des rails? Il faut inventer des tracés improbables, creuser des tunnels là où personne n'aurait osé, imaginer des solutions totalement nouvelles pour franchir ce relief accidenté. » En bref, il faut savoir dompter la montagne. En 1848, il n'existe qu'une seule ligne de voie ferrée, 23 km à peine entre Baden et Zurich, imaginez l'année précédente. Autant dire, pas grand-chose. Mais malgré tous les défis, ce petit ruban de fer sera pourtant la promesse d'un avenir ferroviaire que tout le monde rêverait d'avoir aujourd'hui. Pour la Suisse, c'est essentiel, il faut relever ce défi pour pouvoir connecter tout le territoire. L'aventure peut enfin commencer, mais c'est alors qu'un premier dilemme se pose. Qui doit construire ce réseau? L'État fédéral ou bien des compagnies privées? Eh bien, au départ, ce sont bien les compagnies privées qui l'emportent. Dans les années 1850, on assiste à une véritable ruée vers le rail. Une multitude de sociétés, souvent financées depuis l'étranger, parfois même des investisseurs français, se lancent dans une course effrénée pour quadriller le territoire. C'est un foisonnement presque anarchique, mais efficace. En quelques décennies à peine, les lignes se multiplient et le pays commence à se couvrir de rails. À la fin du 19e siècle, après des années de foisonnement un peu désordonné, où chaque petite compagnie tirait ses rails dans son coin, le marché finit par se consolider.
Les faillites, les rachats et les fusions successives aboutissent à une nouvelle carte. 8 grandes compagnies dominent désormais tout le réseau, absorbant les plus petites. Et cette transformation change tout, car ces grands groupes disposent soudain de capitaux importants, d'ingénieurs à la pointe et d'une main-d'œuvre organisée. Bref, ils ont enfin les moyens de voir plus grand, beaucoup plus grand. C'est dans ce contexte qu'émerge ce qu'on appellera l'affaire du siècle, la percée des Alpes par le Saint-Gothard. Il faut imaginer que nous sommes seulement en 1882. À l'époque, dans la plupart des pays, les tunnels ferroviaires dépassent rarement quelques kilomètres. En France, par exemple, le tunnel du Mont-Cenis, qui relie la Savoie à l'Italie, vient tout juste d'être inauguré en 1871. Il fait 13 km et c'était déjà considéré comme un exploit. En Angleterre, berceau du chemin de fer, aucun ouvrage ne rivalise avec ça. Alors imagine 15 km sous les Alpes, creusés avec des outils bien plus rudimentaires qu'aujourd'hui. Devant les yeux du monde entier, la Suisse inaugure donc un tunnel qui dépasse tout ce qu'on pensait possible. C'est le plus long tunnel du monde, mais surtout une victoire symbolique. Car avec le Saint-Gothard, la Suisse se prouve à elle-même qu'elle est bel et bien capable de dompter la montagne. Aujourd'hui encore, on peut voyager sur cette ligne mythique grâce au Gothard Panorama Express qui fait revivre l'ancienne ligne historique du Gothard et offre même un trajet combiné en bateau sur le lac des 4 cantons. Et justement, ce train fait partie de ceux que Tolt a pu tester lors de sa récente aventure sur le réseau suisse que tu peux retrouver sur sa chaîne YouTube. Alors, verdict ? Et oui Lisa, on est justement sur le bateau en train de déjeuner et je vais pas te mentir, le trajet en train c'était vraiment exceptionnel. On a effectivement quitté le Tessin en traversant la montagne, en empruntant le tunnel que tu as mentionné juste avant. Mais depuis 2016, il y a un nouveau tunnel qui a été mis en service commercial. C'est le tunnel de base du Saint-Gothard, il mesure plus de 57 km. Mais bon, comme l'objectif c'était de voir un maximum de paysages, on l'a pas emprunté. On revient dans les années 1870. Derrière cette belle épopée, les limites du système apparaissent. Comme ailleurs en Europe, les compagnies privées pensent avant tout à la rentabilité. Et ce n'est pas nouveau. On l'a déjà vu dans notre décryptage sur la privatisation totale du rail en Grande-Bretagne, qui a entraîné des accidents à répétition et des crises financières. En Suisse, certains ouvrages, comme pour le tunnel du Gothard, engloutissent des sommes colossales et laissent certaines entreprises au bord de la faillite. Alors pour tenir debout, on rogne sur l'entretien, on coupe dans la sécurité et les accidents se multiplient. C'est là que l'État entre en scène. Progressivement, il rachète des actions et finit même par nationaliser. Le 1er janvier 1902 naissent les chemins de fer fédéraux suisses, les fameux CFF. Pour situer, la France fera la même chose, mais bien plus tard, en 1938, avec la SNCF. Mais contrairement à la France ou à l'Allemagne, la Suisse ne choisit pas la voie du monopole centralisé. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que ce pays n'est pas construit comme les autres. Politiquement d'abord. On le rappelle, c'est une confédération de cantons. Et chaque région a toujours voulu garder son autonomie. Impossible donc d'imposer un modèle unique depuis Berne, comme on l'aurait fait depuis Paris ou Berlin. Et puis, comme nous l'avons vu précédemment, la Suisse est un puzzle de vallées et de montagnes. Pour relier ce territoire, il faut multiplier les petites lignes locales, vitales pour les cantons, mais pas toujours rentables pour un réseau national. Résultat, les CFF deviennent bien la colonne vertébrale du système, mais à leur côté, une quarantaine de compagnies régionales continuent d'exister. Certaines exploitent des petites lignes locales, d'autres grimpent jusque dans les Alpes ou exploitent des parcours touristiques. Et ce qui rend ce modèle encore plus particulier, c'est que ces compagnies ne fonctionnent pas comme de simples entreprises privées. Elles appartiennent en grande partie au pouvoir public, que ce soit les cantons ou la Confédération. Et ça, c'est un détail important qui va permettre à la Suisse de bâtir au fil du temps l'un des réseaux ferroviaires les plus denses au monde. Pour comprendre, il faut par exemple comparer avec la France, où pendant longtemps c'était Paris qui décidait du sort des petites lignes. Dans les années 1970-80, des centaines d'entre elles ont été fermées parce que jugées pas assez rentables par la SNCF et l'État. Ce n'est que bien plus tard, avec la décentralisation, que les régions ont commencé à financer et défendre leur réseau local. Mais le mal était déjà fait. Alors qu'en Suisse, dès le début, les cantons sont directement impliqués dans leurs compagnies régionales. Ils en financent une partie, ils en possèdent le capital et ils siègent dans leur gouvernance. Autrement dit, chaque canton a son mot à dire. Et comme ces petites lignes sont vitales pour désenclaver leurs vallées, les cantons ont tout intérêt à les maintenir.
Peu à peu, le train va dépasser son rôle de simple outil de transport. Il devient le véritable moteur du développement national. Au début du XXe siècle, chaque commune rêve d'avoir sa gare. Parce qu'une gare, c'est la promesse de prospérité qui transforme une petite bourgade isolée en centre économique vivant. En quelques décennies à peine, la Suisse passe d'une économie rurale et modeste, tournée surtout vers l'agriculture, à une économie moderne, industrielle et de services. Et au final, elle devient même l'un des pays les plus riches du monde par habitant. Et tout ça, ce n'est qu'un début. Parce que la Suisse a ses secrets bien à elle pour faire fonctionner son réseau ferroviaire comme une horloge. Mais déjà, si tu es arrivé jusqu'ici, tu as compris pourquoi la Suisse, dès le départ, était déjà sur de bons rails. Si le réseau suisse est un paradis du train, c'est parce qu'il fonctionne comme une horloge suisse. Et son premier secret, c'est ce qu'on appelle l'horaire cadencé. Pour que tu comprennes, imagine que tout le pays fonctionne comme un métro géant. Ça donne des trains qui partent toujours à la même minute de chaque heure. Si ton train est à 14h04, tu sais qu'il sera aussi à 15h04, 16h04 et ainsi de suite. Et les correspondances sont soigneusement calées dans les gares, de sorte que tout s'emboîte parfaitement. Pour les voyageurs, c'est fluide, et pour l'exploitation, ça évite les retards en cascade. Mais la cadence seule ne suffit pas. Il y a aussi la ponctualité légendaire des trains suisses. Chaque jour, environ 93% des trains arrivent à l'heure. Une performance où seul le Japon peut rivaliser dans le monde. D'ailleurs, on va bientôt sortir un sujet sur le réseau ferré japonais, donc n'oublie pas de t'abonner pour ne pas louper nos prochaines vidéos. Cette obsession du temps, elle va jusqu'aux horloges des gares suisses. Si tu as l'occasion de passer par une gare, regarde bien la trotteuse des horloges. Elle s'arrête 2 secondes pile sur le 12 avant de repartir. C'est un peu surprenant, mais il faut savoir que historiquement, ça permettait aux chefs de gare de donner le signal de départ à la seconde près. Le deuxième secret de la performance du réseau suisse est un peu paradoxal. C'est justement de ne pas chercher à performer. Contrairement à la France, qui s'est toujours lancée dans des courses commerciales pour la grande vitesse, en Suisse, on ne trouvera pas de TGV filant à 320 km/h. Tout simplement parce que ça n'aurait pas de sens. Déjà, le pays est petit. Entre Zurich et Genève, il y a 280 km, soit 3 heures de trajet. Et en plus, vu la situation montagneuse, il faudrait freiner toutes les 2 minutes. Résultat, la priorité n'a jamais été la vitesse, mais la fréquence et la fiabilité. Comme disent les Suisses romans, il n'y a pas le feu au lac. Y a pas le feu au lac, c'est la canicule. Et d'ailleurs, ça ne les empêche pas de faire des innovations techniques hors normes. On pense par exemple au Golden Pass Express qui relie Montreux à Interlaken. C'est le premier train au monde capable de changer automatiquement l'écartement de ses bogies en roulant. Ça lui permet de pouvoir passer des rails métriques, plutôt adaptés pour les zones montagneuses, aux rails standards sans que les voyageurs n'aient à descendre du train. En même temps, avec une vue pareille, on n'a pas envie de descendre, n'est-ce pas Tolt? Je te confirme qu'on n'a pas du tout envie de descendre, mais pas seulement pour les paysages. À la tienne? Ça nous amène au troisième secret du réseau ferré suisse, l'amour des Suisses pour leur train. Ici, le train est dans l'ADN du pays. Les Suisses sans leur train, c'est un peu comme les Américains sans leur voiture. On a même un mot en Suisse romande pour désigner les voyageurs qui font des allers-retours réguliers. On dit qu'ils pendulent. Et pour satisfaire les amoureux du train, la Suisse a mis en place des offres plutôt attractives. Il n'y a qu'à regarder les chiffres. Plus de 3 millions de Suisses ont un abonnement demi-tarif. Près d'un demi-million possèdent l'abonnement général, sans compter les abonnements régionaux. Autrement dit, c'est presque la moitié de la population qui vit avec un abonnement de transport public. Oui, les Suisses sont les champions du monde du voyage en train, toutes catégories. Et pour t'en rendre compte, je te propose une comparaison simple. La France possède 28 000 km de voies ferrées contre 5 300 pour nos voisins helvètes. Autrement dit, si l'Hexagone voulait un réseau aussi dense que celui de la Suisse par rapport à la superficie de son territoire, nous devrions construire plus de 40 000 km supplémentaires. C'est stratosphérique. Mais attention, les transports publics suisses ne se limitent pas au train. De nombreuses vallées sont inaccessibles par le rail, mais vous trouverez toujours un autre mode de transport pour vous y rendre, car la Confédération subventionne les transports régionaux dès qu'il y a environ 100 habitants à desservir. C'est pour cette raison qu'en Suisse, les déserts de transport, ça n'existe pas. Et en France, même si le réseau reste tout de même l'un des plus importants d'Europe, certains territoires restent isolés, comme on a pu le voir dans une vidéo précédente sur l'Ardèche. Il n'y a littéralement aucune gare de voyageurs sur tout le département. Oui, zéro. N'hésite pas à aller jeter un œil à cet autre décryptage si le sujet t'intéresse. Mais du coup, avec tout ça, on peut quand même se demander
combien ça coûte? C'est vrai, voyager en train en Suisse, ce n'est pas donné. L'abonnement général, qui donne accès à l'ensemble du réseau, coûte par exemple environ 3 900 francs par an, soit environ 4 000 € selon le taux du jour. Cependant, n'oublions pas que les salaires suisses sont bien plus élevés qu'en France, ce qui rend la comparaison difficile. Mais la force du système suisse, c'est la diversité des formules qui s'adaptent facilement aux différents types de voyageurs. Pour les résidents, il existe le demi-tarif à environ 180 francs par an, qui divise par 2 le prix de chaque billet et qui reste l'abonnement le plus populaire. Comme je le disais tout à l'heure, c'est plus de 3 millions d'usagers qui utilisent ce pass. La Suisse a même pensé aux voyageurs étrangers. Il y a notamment le Swiss Travel Pass qui permet de voyager en illimité entre 3 à 15 jours sur tous les moyens de transport confondus. Et en bonus, on peut même accéder à plus de 500 musées, mais surtout des réductions sur les trains panoramiques de la région. Et puis la Suisse veille à limiter les hausses tarifaires annuelles pour empêcher les abus grâce à un surveillant des prix. Oui, même ça existe en Suisse. Donc voilà, malgré les prix relativement élevés, on voit bien que ça n'empêche pas la Suisse de battre des records. Par exemple, en 2024, ce ne sont pas moins de 1,3 million d'usagers qui ont pris le train chaque jour sur le réseau CFF. À titre de comparaison, en France, on parle plutôt de 5 millions d'usagers par jour, ce qui veut dire que proportionnellement à sa population, la Suisse transporte 2 fois plus de personnes dans ses trains. Donc visiblement, quand un service est de qualité, fiable, pratique et agréable, les gens sont prêts à en faire une priorité dans leur budget. Et c'est probablement le plus grand succès de ce modèle, avoir transformé le rail en un achat de première nécessité, presque au même titre que le logement ou la nourriture. Et justement, on en vient au 4e secret, qui sont les investissements massifs directement décidés par le peuple. On ne peut pas parler des trains suisses sans parler de démocratie directe. Ici, les grands choix passent par référendum. Et chose impensable dans beaucoup de pays, la population suisse a souvent dit oui à des projets ferroviaires ambitieux, y compris quand il fallait mettre la main à la poche. Un exemple emblématique, c'est l'initiative des Alpes en 1994. Cette année-là, les Suisses décident de voter pour limiter le trafic routier dans les montagnes et transférer le maximum de marchandises sur le rail. L'initiative est approuvée par votation et même inscrite dans la Constitution. Et les résultats sont impressionnants. Aujourd'hui, près de 3/4 des marchandises qui traversent les Alpes suisses passent par le rail. Et si on regarde l'ensemble du pays, la part du rail tourne encore autour de 36 à 39%, soit environ 2 fois la moyenne européenne. En comparaison, en France, c'est seulement autour de 9%, et en Allemagne, environ 19%. Et il faut le dire, la Suisse est très en avance par rapport à d'autres pays européens. Pour financer tous ces projets, la Confédération a créé un fonds ferroviaire alimenté par une taxe sur les poids lourds, une part de la TVA et même des contributions des automobilistes. Et là encore, ce n'est pas une décision imposée d'en haut. C'est le peuple qui a dit oui en votation en 2014. Pendant qu'en France, on a abandonné l'écotaxe sous la pression des bonnets rouges et qu'on hésite encore aujourd'hui à taxer les poids lourds pour financer le rail, en Suisse, c'était déjà une évidence. Et si tout ça est possible, c'est aussi parce que la Suisse vit au cœur d'une nature impressionnante. Quand on est entouré de montagnes si imposantes, on comprend vite que les routes et les camions ne peuvent pas être la seule solution. Préserver les paysages et protéger les vallées, c'est vital. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles la Suisse investit autant dans son réseau ferré. Et évidemment, avec autant de lignes, de tunnels et de viaducs, la Suisse offre des trajets spectaculaires qui transforment chaque déplacement en un véritable voyage. C'est d'ailleurs le dernier secret du rail suisse, rendre le train désirable. C'est incroyable! C'est tellement beau en vrai! Parce qu'au-delà de l'efficacité et de la ponctualité, ici, prendre le train, c'est une expérience en soi. C'est même une philosophie, un vrai éloge de la lenteur, où le voyage fait partie de l'expérience. Grâce aux prouesses techniques, tu peux passer sur des viaducs vertigineux ou franchir des pentes impressionnantes. Bon, si t'as le vertige, ça risque d'être compliqué parfois, mais sinon, tu pourrais monter à bord de trains mythiques, comme ce train qui grimpe littéralement à l'intérieur de la montagne par un tunnel en spirale avant d'arriver à la gare la plus haute d'Europe, perchée à 3454 mètres avec une vue à couper le souffle sur l'Aletsch, le plus grand glacier des Alpes. Rien que ça. Et puis, il y a le Glacier Express, surnommé l'express le plus lent du monde, 8 heures de trajet, 291 ponts, 91 tunnels pour traverser les Alpes d'est en ouest. Tu pourrais même déguster un repas gastro en admirant le panorama. Avec ça, la Suisse a fait du train un véritable atout touristique.
Chaque année, des voyageurs du monde entier viennent pour embarquer à bord du Glacier Express, du Bernina Express, du Golden Pass Mob ou encore de trains historiques ou à thème. Bref, ici, le rail c'est plus qu'un service public, c'est un véritable spectacle à vivre au moins une fois dans sa vie. Et voilà, c'est grâce à tous ses secrets et à son histoire que la Suisse est devenue aujourd'hui l'un des pays ferroviaires les plus impressionnants et les plus efficaces au monde. Et contre toute attente, ce sont justement ces contraintes géographiques et politiques qui ont façonné ce modèle unique. À l'international, le réseau helvétique est régulièrement cité comme une référence absolue. Par exemple, en 2012, 2015 et 2017, le Boston Consulting Group classait la Suisse en tête de son European Railway Performance Index. Et cette excellence, elle inspire ses voisins. On le voit avec la France et l'Italie, qui percent actuellement le tunnel de base du Lyon-Turin sous le Mont-Cenis, ou encore avec l'Autriche qui creuse le tunnel du Brenner sous les Alpes tyroliennes. Même du côté de l'exploitation, le fameux horaire cadencé a été repris par de nombreux réseaux, y compris la SNCF sur certaines lignes. Mais soyons honnêtes, copier le modèle suisse n'a rien de facile. Cela suppose des investissements financiers colossaux, une volonté politique constante sur plusieurs décennies et surtout une adhésion de la population. La Suisse a eu la chance de réunir tous les ingrédients grâce à des atouts majeurs, ne serait-ce que par son territoire drastiquement plus petit que la France ou l'Allemagne. Dans d'autres pays, il faut par exemple le composer avec des rivalités politiques plus fortes, des territoires bien plus vastes ou des priorités différentes. Mais on le voit bien, des exemples comme le Japon, le Danemark ou les Pays-Bas montrent qu'une partie du modèle suisse peut être transposée avec succès. Et aujourd'hui, ce paradis ferroviaire ne s'arrête pas à ses frontières. Il s'ouvre de plus en plus vers l'extérieur, et c'est une bonne nouvelle car ça représente un défi d'excellence pour ses voisins, au même moment où le train redevient crucial pour atteindre nos objectifs climatiques à l'horizon 2050. L'Allemagne, par exemple, a récemment décidé de réinvestir massivement dans son réseau ferroviaire. Nous avons d'ailleurs récemment étudié l'effondrement du rail allemand dans un décryptage complet. En effet, certains responsables des CFF critiquent ouvertement les retards à répétition des trains allemands, au point que certains trains se font recaler à Bâle. Ce défi est important pour les réseaux ferrés européens qui ont tout intérêt à coopérer avec la Suisse, notamment avec le retour en force des trains de nuit en Europe, où la Suisse joue un rôle central pour relier les grandes capitales et remettre ce mode de transport au goût du jour. Bien sûr, aucun système n'est parfait, le modèle suisse a ses limites, le prix des billets peut sembler élevé par rapport à d'autres pays, l'organisation du réseau est complexe et l'entretien constant des infrastructures coûte cher. Cependant, il offre une source d'inspiration précieuse pour tous ceux qui rêvent de trains ponctuels, de correspondances simples et de territoires ruraux mieux desservis. En attendant, pour nous autres voyageurs, prendre le train en Suisse reste une expérience à part. C'est entrer dans un monde où chaque trajet traverse des cartes postales grandeur nature et où parfois, même les vaches prennent le train quand la montagne l'exige. Merci d'avoir voyagé avec nous. Si ce décryptage t'a plu, n'hésite pas à aller voir le reportage en immersion sur la chaîne YouTube de Tolt. Et bien sûr, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à t'abonner. Ça nous aide beaucoup pour pouvoir continuer à vous faire ce type de contenu. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle destination.